Et en gros, concrètement, on propose aux gens en fait d'investir avec nous dans des opérations immobilières exclusives qu'on va nous monter, structurer, financer. Et après, on permet aux gens en fait très facilement via une application mobile ou un site internet d'investir avec nous. Et donc là, ce qu'on propose avec Housebase, c'est des projets d'investissement immobilier entre 12 et 24 mois maximum, avec des rendements annuels cibles entre 10 et 15%. C'est une boîte qui était vraiment un peu une étoile filante dans le sens où vous avez beaucoup levé, et donc j'étais clairement dans tout ce qu'on voit ces dernières années, beaucoup moins maintenant, mais avant, on a des startups qui arrivent à lever énormément en seed, en série A, donc beaucoup de fonds, donc des grosses équipes avec des gros salaires, et donc c'était vraiment ce genre d'émulation. Donc c'est intéressant sous certains aspects, mais ça reste une croissance qui est un peu dopée sous stéroïdes, clairement. Les gens s'en rendent pas vraiment compte, mais il y a quand même un raz-de-marée qui arrive et sur le crowdfunding immobilier. Donc donc je suis content que tu poses la question parce que c'est très important pour nous de se dire que non, on n'est pas un crowdfunding immobilier, on n'est pas intermédiaire de financement. Nous, on est vraiment partie prenante des opérations et ce qui nous permet d'avoir en fait un contrôle du premier jour au dernier jour pour nous et pour nos investisseurs. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, des gros billets et de l'immobilier. On peut le tourner dans le sens qu'on veut. Et aujourd'hui, on accueille Philippe qui est le directeur général de Housebase et on va parler de Club Deal Immobilier. Quelle est la différence par rapport au crowdfunding immobilier? On va également parler de sa vie d'avant en start-up, comment fonctionnent les start-up, notamment les levées de fonds, et puis de ce qu'il a pu faire auparavant. Avant de démarrer, je vous le dis directement dans la description, si jamais vous voulez participer à un projet de Housebase, donc c'est à partir de 100 euros, et vous avez avec le code BYPatron 1% de rentabilité en plus. Donc là, Philippe il nous l'a dit, c'est entre 10 et 15% de rentabilité annuelle visée. Bien sûr, on en parlera, hein, il y a des risques, mais Philippe il les a plutôt bien présentés. Donc en tout cas avec le code BYPatron, vous avez 1% de rentabilité en plus sur les investissements que vous faites dans les 6 premiers mois. Donc à part ça, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je devais signer lundi 9, un appartement, et il s'avère, je vous l'avais dit dans l'épisode de la semaine dernière, que en fait, il y a l'offre de prêt, elle est restée bloquée à la poste canadienne. Donc mon associé habite au Canada, je lui avais envoyé par courrier l'offre de prêt. En tout cas, pour cette banque, nous, on signe encore les offres de prêt papier. Je sais pas si c'est parce que c'est en société ou si c'est propre à cette banque, mais en tout cas, il m'avait renvoyé l'offre de prêt signée le 13 novembre, et puis là, on n'y est toujours pas. Donc les notaires, voilà, ça agace un peu tout le monde. Nous, on n'y peut rien de cette grève à la poste canadienne. Mais c'est un peu embêtant. Moi, j'avais exprès prévu un déplacement et tout ça. J'avais prévenu l'artisan qui avait commandé la cuisine spécifiquement. Et ça avance toujours, ça avance pas. Donc, j'espère que ça va se débloquer rapidement. Ensuite, je voulais vous dire également, mon appartement complètement défoncé, ça commence à s'arranger. C'est un gros chantier, hein. Ça va me coûter très cher, hein, je vous l'avais déjà dit. Bon, c'est comme ça. Je m'y suis fait. Et puis, j'essaie de le gérer un petit peu. Je suis passé en Alsace le week-end dernier pour vous prendre des décisions sur la cuisine, la salle de bain, etc. Et puis, la personne avec qui je travaille, elle travaille plutôt bien. Elle a des bonnes initiatives, mais c'est pas pour autant qu'il y a rien à faire de mon côté. Donc, c'est plutôt embêtant. Ensuite, je vous le rappelle, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, d'ailleurs, je l'ai réécouté l'épisode de la semaine dernière, j'étais un petit peu fatigué. C'est vrai que j'avais enregistré avec Alexia le soir, et le soir, souvent, je fais 1 million de choses dans la journée. Vous en doutez si vous me suivez avec toutes les activités que j'ai, et j'ai l'impression que j'étais un petit peu fatigué, ce qui n'est pas le cas pour l'épisode avec Philippe. En tout cas, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous le savez, on organise un événement à Alicante avec Joe, et les inscriptions, elles auront lieu le 12 décembre, ouverture à midi pour les membres de l'Académie des Gros Billets et ouverture à 20h pour les personnes qui ne sont pas membres de l'Académie des Gros Billets. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Académie des Gros Billets, c'est en fait un accès à toutes mes formations, à un prix défiant toute concurrence. Vous avez accès à toutes mes formations, plus des appels. Là, j'ai eu encore un appel d'une demi-heure avec un des membres qui veut se lancer depuis l'étranger. Donc, vous avez accès à toutes mes formations. Vous allez sur grosbillets.com. Il y en a sur la négociation, comment j'ai réussi à négocier des centaines de milliers d'euros et les membres des dizaines de millions d'euros, je pense. Sur la bourse, plus 33% cette année pour le S&P 500. J'ai lancé la formation en début d'année, plus 33%. Vous en rendez compte? La formation sur la bourse, elle est à 199 euros. Si vous aviez mis 10 000 euros, vous auriez 3 000 euros.
Et en plus, vous aurez pu récupérer, avec les codes de parrainage que je donne dans la formation, plus de 200 euros. Donc, la formation vous aurait coûté 0 et vous auriez pris 3 000 euros rien qu'avec 10 000 euros. La crypto, en ce moment, là, on est en train de tourner une formation, ne pas se faire plumer en crypto. J'espère que vous avez des cryptos. Moi, je vous l'annonce, j'ai mis des ordres stop. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des ordres que je n'utilise pas du tout en bourse, qui font que si on touche, si les cryptos baissent, ça vend. Alors en bourse, c'est toujours, enfin dans l'absolu, le principe, il a l'air sur le papier très satisfaisant dans le sens où voilà, on coupe sa perte. Le problème, c'est si moi, par exemple, pour les cryptos, pour vous cacher, j'ai mis à moins 20% par rapport à l'heure actuelle où je suis à plus 127% là sur mon portefeuille crypto. Et donc, en fait, à plus 100%, ça vendra. Alors, le risque, en fait, c'est toujours le même. C'est que les cours viennent taper le stop loss. Donc, en fait, vous vendez, donc vous prenez votre gain. Bien sûr, plus limité qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis à plus 127%, alors que sinon, si on touche le stop loss, j'aurais probablement plus 100% seulement, et qu'après, il remonte. Et donc, en fait, là, vous bénéficiez pas de la remontée, mais au moins, en cas de baisse, ce sera vendu. Donc là, moi, j'ai mis des stop loss. J'ai connu déjà 2 bull runs. Le premier bull run, c'était en 2017. J'avais mis 5 000 euros. C'était devenu 30 000 euros. Et puis ensuite, ça avait baissé. Ce que j'ai retiré comme leçon des anciens bull runs, bien sûr, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait jamais. N'écoutez pas les gens qui disent ce qui va se passer. C'est que ça baisse pas du jour au lendemain. Dans le sens, c'est moi mon portefeuille, il a pas fait 30 000, 29 000, 28 000, 27 000, 26 000. Il a fait 30 000, 28 000, puis 29, puis 26, puis 27, puis 24. Et donc en fait, c'est super dur de voir si on est vraiment en tendance baissière ou non. C'est pas tous les jours votre portefeuille il baisse, et puis vous pouvez vendre. En tout cas, voilà, dans l'Académie des gros billets, on va sortir une formation sur la crypto, ne pas se faire plumer en crypto, avec un ami qui est investisseur crypto depuis 2012 et expert en cybersécurité. Sinon, vous avez émission sur le podcast. J'ai vu, c'est marrant, j'ai vu que là, en ce moment, il y a les classements Spotify. Donc, merci. Je suis dans le top 10 de... j'ai pris un print screen hier. Je suis dans le top 10 de... plus de 2500 personnes, donc merci. Rien que sur Spotify, alors que Spotify c'est pas du tout la plateforme d'écoute la plus suivie. Donc voilà. En tout cas, il y en a qui ont été, j'ai vu dans les partages de classement, des personnes qui avaient pris ma formation sur lancer un podcast qui sont dans les tops. Donc ça fait trop plaisir à voir. Félicitations à vous. Donc tout ça, voilà, grosbillet.com. Si vous voulez rejoindre l'Académie des gros billets, on est plus que 100 maintenant. On est plus que 100. Et merci à ceux qui nous ont rejoints. Donc vous avez, si vous rejoignez l'Académie des gros billets, accès à toutes les formations. Vous avez accès en avant-première à l'événement à Alicante. Les places vont partir super vite, je vous aurais prévenu. Et vous avez accès le 15 décembre, donc le dimanche du jour où vous écoutez le podcast, si vous l'écoutez à sa sortie. On va faire un live avec mon expert comptable. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Voilà pour tous ces petits sujets. Et puis pour justement, si jamais vous voulez rejoindre l'Académie des gros billets, vous pouvez toujours aller voir sur j'ai un Trustpilot. Donc Trustpilot, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un endroit où on peut déposer les avis. Et puis sur Trustpilot, c'est des avis qui sont on va dire vérifiés. C'est pas comme sur Amazon, parfois il y a des faux avis. Là voilà, j'ai eu pas mal d'avis cette semaine. Donc merci beaucoup, toujours des notes 5 étoiles. Si je prends celle que j'ai reçue aujourd'hui, super sympa, disponible et super accompagnement. J'avais eu également d'autres avis Trustpilot. J'en ai eu un mercredi qui a dit une approche pro et pleine de bienveillance. L'Académie des gros billets est une vraie bible pour apprendre à investir efficacement. J'adore aussi son côté hyper pragmatique et concret qui donne des conseils faciles à mettre en pratique. Et allez, je vous en donne un petit autre que j'avais eu d'une autre auditrice. J'ai commencé par investir en bourse en 60 minutes chrono. Donc ça, c'est la dernière formation que j'ai sortie en 1 heure. Et là, c'est bien. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça y est, c'est fait. J'ai acheté mes premières actions, mes premières parts d'ETF. Promesse tenue. 1 heure plus tard, j'avais investi dans mon premier ETF. J'ai ensuite approfondi avec la formation bourse dans laquelle on entre plus en détail sur les supports d'investissement. Tout est très bien expliqué, clair, simple, avec des exemples réels à la pluie. Il ne reste qu'à passer à l'action, un énorme plus. J'avais encore quelques questions pratiques. J'ai envoyé un mail et une demi-heure
après, j'avais reçu une réponse personnalisée impressionnant. Merci et encore bravo. Bye bye, patron. Et ben voilà, ça me fait plaisir de lire ça. Donc, vous voyez, si vous voulez nous rejoindre dans l'Académie des gros billets, grosbillets.com, l'abonnement, il est pas cher du tout. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et ben voilà, et puis rejoignez-nous à Alicante. On va bien s'amuser. On attaque, du coup, on va attaquer l'épisode avec notre cher Philippe. Je vous souhaite une très très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, pour une fois, la diffusion sera très rapprochée de l'enregistrement. Donc, on est avec Philippe de Housebase. Philippe, écoute, je te laisse te présenter rapidement. Et donc, tu le sais, la première question que je pose, c'est pour voir, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Quel a été ton cheminement jusqu'à aujourd'hui être patron? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit job ingrat que tu as pu faire un peu plus tôt dans ta vie professionnelle? Je te laisse te présenter. Super. Du coup, merci à toi et puis bonjour à tous. Donc moi je suis Philippe, je suis un des cofondateurs de Housebase. Qu'est-ce qu'on fait avec Housebase? En fait, on rend accessible l'investissement en club deal immobilier à tous. Et en gros, concrètement, on propose aux gens en fait d'investir avec nous dans des opérations immobilières exclusives qu'on va nous monter, structurer, financer. Et après, on permet aux gens en fait très facilement via une application mobile ou un site internet d'investir avec nous. Et donc là, ce qu'on propose avec Housebase, c'est des projets d'investissement immobilier entre 12 et 24 mois maximum, avec des rendements annuels cibles entre 10 et 15%. Voilà. Donc sur des projets courts, souvent des projets de marchand de biens ou un petit peu de promotion, mais surtout du marchand, et partout en France. Et on a également une offre en fait de structuration de clubs deal immobiliers. Donc là, on va avec cette deuxième offre, c'est vraiment un métier à part. En fait, on va accompagner des fonds d'investissement, des sociétés de gestion ou même des clubs d'investisseurs qui veulent structurer leur propre club deal, donc leur propre investissement en fait en mutualisant leurs ressources avec leur entourage pour faire des opérations immobilières. Et donc ça, on a ce deuxième métier qu'on développe également avec Housebase. Voilà un peu, et on reviendra de toute façon en détail sur qu'est-ce qu'on fait et qui on est avec Housebase, bien sûr. Yes. Alors pour répondre à ta question, moi j'ai 34 ans, je vis à Paris, je suis effectivement un des cofondateurs de Housebase et le directeur général également. Un peu mon parcours rapidement. Donc moi j'ai un parcours académique assez classique. J'ai fait une école de commerce, j'étais à Strasbourg, donc en école de commerce. C'est vrai? Ouais. Un peu avant toi, j'y étais. Voilà. C'est vrai. Un Strasbourg, un Alsacien peut-être. Moi, je suis Alsacien, donc à Strasbourg, en école de commerce. J'étais aussi à Stockholm pendant un an. Et après, j'ai enchaîné en fait, j'ai fait 7 ans dans un grand groupe pharmaceutique, donc qui s'appelle Johnson & Johnson. Donc là, j'étais vraiment sur plein de sujets business, marketing, et au final, je suis resté jusqu'à 2020. Et en 2020, c'est marrant, ton podcast s'appelle Bye Bye Patron parce que j'ai eu un peu l'opportunité de dire Bye Bye Patron, et je me suis dit que c'était clairement le moment pour moi en fait de faire autre chose. Clairement, une carrière dans un grand groupe, c'est hyper stimulant, c'est hyper formateur, mais à un moment, tu vois un peu les limites de l'exercice, d'être toujours sur un espèce de rail, une espèce de parcours tout tracé, et qui clairement, il y avait plein de choses qui me frustraient sur la réunionite, sur les process, sur le rapport à l'innovation qui est quand même assez, je trouve, lent dans des grands groupes. Et donc en fait, j'ai eu l'opportunité du coup de quitter cette grosse boîte-là, qui avait été une super expérience pendant 7 ans, mais donc j'ai quitté en 2020. Entre 2020 et 2022, j'ai repris mes études pour faire un master spé en entrepreneuriat. L'idée, c'était vraiment de me diriger vers ça, monter ma boîte à terme. Et ensuite, j'ai eu une première expérience dans une startup en 2022, et après rapidement ensuite, j'ai rencontré mes cofondateurs sur Housebase, et donc j'ai tout de suite carrément accroché au projet, et donc je les ai rejoints, et donc là, ça fait faire plus d'un an et demi que je suis dans l'aventure. Ok. Si on peut revenir en arrière, chez Johnson & Johnson, c'était en France que tu étais basé ou c'était en Suède? Non, en Suède, c'était pour mes études, et après je suis Ok. rentré en France et à Paris. En fait, donc là, ça fait 10 ans que je vis à Paris Ok. pour stage de fin d'études. Donc je fais un premier stage de fin d'études chez Danone, ensuite sur Johnson, et j'y suis resté. Donc non, j'étais vraiment basé à Paris chez Johnson & Johnson. La belle ville de Paris quand on est alsacien, on n'a pas C'est trop grand. envie d'y aller au départ. Hein. Moi, je me souviens, un de mes amis, quand il m'a annoncé qu'il partait à Paris, pour nous, c'était Ouais. partir au bagne. Et il s'avère qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très, très sympathiques à Paris, surtout la Non, densité de gens brillants. Ça, on peut pas c'est l'enlever, je pense. Non, c'est clair. Non, mais il y a des côtés négatifs, c'est sûr, à Paris, mais effectivement,
pour monter des business en France ou et puis surtout si tu veux monter une startup, c'est quand même un endroit qui est quand même plutôt, enfin plutôt central. Et alors oui, il y a d'autres villes qui sont aussi dynamiques, mais à Paris, tu as quand même une concentration assez dingue de tous les fonds d'investissement, tous les gros investisseurs sont quand même à Paris, donc il y a quand même un intérêt. Après, tu peux te poser la question de pour la suite, c'est vrai que faire toute ta vie à Paris, toute ta carrière, ça c'est effectivement encore un autre débat. Yes. Ok. Et tu peux et tu sais parce que on est dans un monde où les études sont parfois adulées et d'autres fois décriées. Tu as fait un master spé, tu nous as dit là en 2020 à 2022. Est-ce que tu as vu donc en fait c'est t'as repris de tes études à plein temps pour faire ça? Comment Alors, ça s'est passé? ouais, alors oui et non. En gros, si tu veux, moi chez Johnson, en fait, j'ai eu l'opportunité de partir. Il y avait un plan de restructuration en fait en 2020, et en fait là, j'avais le choix de dire soit je restais dans le grand groupe parce que j'avais d'autres opportunités professionnelles au sein de Johnson et ça pouvait être top, mais en même temps en fait c'était une telle opportunité de partir avec clairement avec le chèque, le package qui va avec, et en fait j'ai juste sauté sur l'occasion et du coup j'ai fait pareil, j'ai fait passer c'est Johnson qui m'a payé mon master spé donc en Ok, ouais. entrepreneuriat et c'est surtout c'était une belle expérience parce que pendant 2 ans ça m'a surtout permis de voyager beaucoup. En plein Covid, on est parti avec ma copine faire un tour d'Amérique latine pendant 6 mois et en même temps je faisais mes cours du coup À à distance. HEC. Et ouais, donc ce qui était bien, c'est que c'était un master spé qui était à distance et qui était en plus un master spé pas à temps plein. Donc en fait, je bossais Ok. les matins ou les après-midi dans des cafés ou dans des arrêts sur des stations de bus ou autres, et puis le reste du temps, on était en train de voyager. Donc en vrai, non, c'était une bonne expérience. Yes. Et c'est vrai que moi, chaque fois que j'étais en Amérique du Sud, c'est le seul endroit du monde où j'ai pas mal voyagé, où j'ai vu ça. Quand tu rencontres des gens, des étrangers, ils sont là pour vraiment longtemps, quoi. Enfin, je me souviens quand j'avais été au Pérou, c'était ouais des 6 mois, 1 an, 2 ans. Les gens ils prennent le temps et c'est un beau continent, un grand continent. Ah, T'as c'est fait clair. quel pays là-bas pendant ce Alors, temps-là? du coup, pendant 6 mois, on a fait, en fait, c'était en plein Covid, donc on est Mhm. parti en septembre 2020, donc c'était pendant la deuxième vague de confinement, donc juste avant, je crois juste avant que le confinement deuxième s'enclenche, on est parti. Alors, on est arrivé en Équateur, on a fait un mois en Équateur, après on est parti en Colombie, ensuite on est parti au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Costa Rica. Donc c'est un beau Ok, petit tour. trop bien. Des endroits assez différents. Non, non, c'était vraiment assez incroyable. Ok. Top. Et du coup, est-ce que tu peux, selon toi, ça, bon là, tu l'as pas payé parce que souvent ils sont chers hein, ces masters. Est-ce Ouais, que je tu as confirme. vu Ouais. la valeur ajoutée de ça? Ça t'a aidé en termes de, soit on dit c'est aussi pour faire du réseau. Est-ce qu'en termes de réseau ou en termes de connaissances, t'as vu le potentiel? Ouais, c'est une excellente question. On me la pose souvent. Est-ce que tu as besoin d'un master spé HEC pour devenir entrepreneur? Pas sûr. Clairement, en termes d'expérience, c'est aussi comment toi tu vas construire ton propre réseau, ta propre expérience et ta propre curiosité en fait sur tous les sujets. Moi, j'étais quelqu'un qui, je pense, est assez curieux, donc j'étais toujours, même avant de quitter Johnson, j'avais vraiment déjà des vues sur le fait de vouloir être entrepreneur et lancer ma startup. Et donc, clairement, je m'intéressais beaucoup à ces sujets. Donc, je pense que actuellement, si je devais donner un conseil aux gens, avec toutes les ressources, avec toutes les formations, alors il y en a des biens, il y en a des moins bien, mais en tout cas, tout le contenu que tu peux trouver sur Internet, bon, clairement, le frein, c'est pas d'avoir fait ou pas un master spé entrepreneuriat, c'est plutôt de se lancer ou pas et de se dire, ok, je vais essayer un truc, je vais le lancer, que ce soit en plein temps ou même en side business le week-end, d'essayer un nouveau truc. En fait, c'est ça, je pense, le frein principal des gens, c'est de se lancer et de se dire, ok, bah si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bah c'est pas grave, je ferai autre chose ou j'essaierai de changer. Mais je pense que c'est vraiment ça et c'est pas non, si je devais donner un conseil, t'as pas besoin de faire des études en entrepreneuriat pour être entrepreneur, c'est plutôt un état d'esprit et un peu j'ai une discipline et une volonté au quotidien de vous faire bouger les choses. C'est bien plus important que si tu as un diplôme ou pas, une ligne de plus sur ton CV, c'est clair. Ok. Mais toi, t'en as retiré quelque chose en termes de, je sais pas, de contact ou. Enfin, c'est une phrase. Hein, tu sais, moi, j'ai lu des livres et cette année, je vais pas la dire publiquement, mais j'ai lu une ligne d'un livre qui m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros en fait. Alors que ça semblait simple, mais c'était à ce moment-là de ma vie que je devais lire cette ligne et puis ça a bien marché quoi. Donc, est-ce que tu as eu une sorte
pas de. Ouais, d'épiphanie là sur une Je sais lecture. pas si c'est une épiphanie, ouais, voilà, ou juste un contact, hein, Ouais, je non, sais non, pas. alors non, mais clairement, non, mais ça restait hyper intéressant en termes de contenu, c'était hyper intéressant. C'était sur l'entrepreneuriat, structurer une boîte, la croissance, les levées de fonds. Pour quelqu'un qui est un peu néophyte sur toutes ces questions-là, je pense que ça peut avoir un grand intérêt. Après, pour quelqu'un qui, comme moi, avait beaucoup déjà, qui s'était beaucoup intéressé au sujet, je pense que j'ai appris des choses, mais c'était pas non plus un game changer, je dirais. Après, le réseau, non, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance du coup de le faire à HEC, mon master spé. Je vais pas mentir, c'est hyper appréciable sur sur un CV, sur en termes de réseau, ça t'ouvre quand même des portes. Mais encore une fois, est-ce que toi tu vas ces portes-là, est-ce que tu vas les pousser? Elles sont entrouvertes parce que tu as une ligne sur ton CV, mais c'est à toi après d'aller parler à des gens, multiplier les événements via tous les réseaux HEC. Donc en fait, ce sera toi qui feras tes propres opportunités derrière aussi. Mais donc non, clairement, ça m'a aidé et ça m'aide maintenant et ça m'ouvre des portes. Mais c'était pas, si je l'avais pas fait, j'aurais quand même, je pense que je serais au même endroit actuellement avec après avoir rencontré mes associés en train de monter le projet. Trop bien. Et après, il faut le dire, souvent dans la vie, c'est un cheminement. Je sais pas, tu mets des petites briques, et un jour, tu vas lire un truc ou voir quelqu'un que tu as déjà vu 10 fois ou 100 fois, et ça va être juste à ce moment-là que, Ouais, exactement. C'est comment tu arrives en fait à connecter toutes les expériences que tu as eues, tous les réseaux à côté, comment tu vas créer des ponts, des passerelles et en fait comment il y a des choses qui t'apparaissent assez obscures ou quand tu parles à des gens à un moment, mais en fait 3 ans après tu te rends compte que en fait tu as une opportunité maintenant et tu lui as parlé il y a 3 ans, donc tu le recontactes et ça peut faire boule de neige. Ouais, je suis assez d'accord. ok. Et du coup, en 2022, tu peux nous raconter ta startup? C'était quoi? Ouais. Comment ça s'est passé un peu? Ouais, carrément. Donc moi, j'étais responsable marketing chez Booksy. C'est une boîte qui fait en gros, l'objectif avec cette boîte-là, c'était de faire des supérettes autonomes et connectées. En gros, on prenait des containers maritimes qu'on recyclait et qu'en fait, on installait une boutique autonome à l'intérieur. C'était une mini épicerie de 10 ou 15 mètres carrés, comme Amazon Ok. Go a fait aux États-Unis, où il y a personne à l'intérieur. En fait, tu rentres pour entrer dans le container, donc dans le mini magasin, tu scannes un QR code, t'identifie avec ton compte, tu rentres et après tu as du computer vision. En fait, c'était des analyses des caméras qui te filment, qui savent exactement qui prend quoi à quel moment. Et même si tu as plusieurs personnes dans le magasin, t'as ton panier d'achat. En fait, il est mis à jour automatiquement selon ce que tu vas prendre parce qu'il y a des balances connectées de poids sur les étagères. Et en fait, ça te permet d'avoir une expérience 100% autonome. Et c'était ça le plan, en fait, toute l'idée de la boîte, de monter ça. C'est une boîte qui était vraiment un peu une étoile filante dans le sens où il avait beaucoup levé et donc j'étais clairement dans tout ce qu'on voit ces dernières années, beaucoup moins maintenant, mais avant, on a des startups qui arrivent à lever énormément en seed, en série A, donc beaucoup de fonds, donc des grosses équipes avec des gros salaires et donc c'était vraiment ce genre d'émulation. Donc c'est intéressant sous certains aspects, mais ça reste une croissance qui est un peu dopée sous stéroïdes clairement et au Comme on final, l'a vu dans l'immobilier, en fait. comme on En l'a, ouais, 2022, c'était, carrément, avec les taux faibles, ouais, il y a des parallèles à faire. Et donc, en fait, c'était ça. Donc, j'étais responsable marketing pendant un an, et la boîte avait fait un super seed, une super série A. Mais la série B, donc, c'était la troisième levée de fonds, bah, elle s'est pas faite parce que la valorisation a été trop importante, parce que la rentabilité était pas assez importante, plein de raisons. Donc en fait, ils ont dû remercier entre, je crois, 25% des effectifs et dont tout ce qui était marketing, acquisition ou tout le pôle dont je m'occupais. Et en vrai, je suis plutôt content avec le recul. C'était la meilleure expérience qui ait pu m'arriver de ma vie de me faire virer à ce moment-là. Mais et on va se dire, et mes potes me disent putain, tu te fais quand même beaucoup virer en ce moment. Les 4 dernières années, tu t'es déjà fait deux virer fois en 2 fois deux ans. ouais, 2 fois en 2 ans, c'est vrai. Mais, mais ça ouvre beaucoup d'opportunités. Je conseille à tous de se faire virer si derrière vous arrivez à trouver des bonnes opportunités derrière. Non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu drôle quand j'en parle. Ça fait marrer les gens. Et donc voilà, donc la boîte, elle a clairement, elle a pas fonctionné. Elle s'est d'ailleurs, cette année, c'était la fin de la boîte, donc cette boîte-là, s'ils n'avaient pas réussi à lever des fonds. Et donc après, j'ai rencontré du coup les deux autres cofondateurs sur Housebase et je me suis dit, waouh, c'est un projet de ouf et je vais enfin faire ce que j'avais toujours envie de faire, à savoir entreprendre par moi-même et pour moi-même. Et donc Parce que là, tu étais employé chez, comment ça s'appelait? ouais, Blue? Boxy, Boxy, B-O-X-Y. Ok. Boxy, ouais.
Donc ouais, j'étais employé et en vrai c'était une super expérience. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le marketing, mais côté startup, parce qu'avant j'étais Mmh. franchement côté grand groupe et il y a quand même beaucoup de choses qui changent en termes d'acquisition de clients, de façon d'aller vite, de tech aussi, parce qu'il y avait énormément de tech d'équipe tech chez Boxy, donc c'était hyper intéressant. Et ces deux expériences, donc une expérience en startup et une grosse expérience dans un grand groupe, bah, ça m'a donné un peu toutes les cartes, si tu veux, pour après monter Housebase et faire le maximum pour qu'au final ça fonctionne. Trop bien, trop bien. Et tu peux juste pour les gens, parce que moi j'ai beaucoup d'investisseurs immobiliers qui sont auditeurs, enfin quasiment tous. Plus ils ont d'autres appétences. Tu peux peut-être expliquer les histoires des séries. Donc il y a les seed, série A, série B. Ouais. Comment ça fonctionne un peu? Ouais, donc là on est vraiment dans une logique de levée de fonds pour des startups. En fait, bah, une startup par définition, c'est une petite boîte qui a pas forcément encore, qui a pas de business model, il n'existe pas. C'est pas, tu vas pas créer un restaurant. On connaît le business model d'un restaurant, bah faut vendre des plats cuisinés. Une startup, c'est pas exactement ce que tu vas avoir comme business model et comme business plan derrière, mais tu vas avoir une énorme croissance. Et pour financer ta croissance, tu es obligé en fait d'aller lever des fonds pour en fait avoir une plus grosse équipe par rapport au chiffre d'affaires que tu fais. Parce que le chiffre d'affaires des startups, clairement, t'en as pas au début. Et donc en fait après tu rentres t'as plusieurs levées de fonds successives. C'est quand tu vas chercher de l'argent, d'abord quand tu montes ta boîte, tu vas déjà chercher tes parents, tes potes qui te filent 10, 15, 20, 30 000 euros, ton entourage. C'est un peu, on appelle ça friends and family, donc les potes et ta famille. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux aller voir des business angels. Donc c'est des gens qui investissent des sommes 20, 30, 50, 100 000 euros par ticket. Et là, tu essaies d'aller chercher un peu plus. Et ensuite, une fois que tu as fait ces deux levées de fonds-là, donc tu es déjà à la deuxième, tu vas faire ton seed. Et après, le seed peut être avec des business angels, mais Seed, c'est la graine en anglais, pour ceux qui sont. voilà, le seed, c'est ça. Et en fait, le seed, en gros, c'est la première levée de fonds qu'une startup va faire. La première levée de fonds officielle qu'une startup va faire pour Mhm. essayer d'aller chercher entre, je sais pas, 500 et 1,5 million. Alors, il y a des startups qui ont levé 20 millions en seed, mais bon, c'est plutôt, c'est d'autres trucs. Et donc, tu vas chercher cet argent-là pour ensuite aller après, développer ton offre, ton marché, valider une traction et montrer que ton truc il peut fonctionner. Et ensuite, tu vas après rentrer dans la série A, qui va être une levée de fonds plus grosse avec d'autres fonds d'investissement qui vont venir investir dans ta boîte. Après, une série B. Et le truc avec ça, c'est que c'est un peu c'est hyper vicieux en fait le financement des startups parce que t'as les mecs qui vont mettre de l'argent dans ta boîte, les fonds d'investissement, c'est le venture capital, en fait, ils vont te mettre 1 million, 2 millions d'investis dans ta boîte, mais avec l'objectif pour tout. Alors, c'était le cas avant 2023, avant que tout ralentisse, mais l'objectif avant 2023, en 2022 ou 2021, c'était de cramer tout le cash qu'on t'a donné pour avoir une croissance la plus forte possible. C'est-à-dire, OK, on te donne 1 million, en 12 à 18 mois, tu vas cramer ce million en embauchant des gens, en faisant de l'acquisition client, etc. Et après, tu vas relever, si tu as levé 1 million, tu vas en lever 5, 6, 10 sur ta série A, puis 30, 40 sur ta série B, toujours dans une logique de tu dois utiliser ce cash pour croître très agressivement. Et le problème avec ça, c'est que toutes les startups, et on le voit, hein, et je pense qu'il y en aura encore plus en 2025, ça va être une hécatombe, toutes ces startups qui arrivent plus à lever et en tout cas parce qu'elles ont cramé trop de cash et en fait on s'est rendu compte que c'était pas la croissance qui était importante, c'était plutôt la rentabilité et ce que tu fais des clients que tu as, ce qui est en logique économique basique que tout entrepreneur se dirait en fait oui c'est logique d'avoir juste d'avoir un EBE plutôt que d'avoir un chiffre d'affaires énorme sans gagner d'argent. Et en fait vu que le logiciel il a changé pour tout le monde, c'est des boîtes qui arrivent plus à lever parce qu'en fait elles ont cramé beaucoup trop de cash sans rentabilité et donc elles n'arrivent pas à faire leur série A, leur série B et donc c'est pour ça qu'elles se plantent. Donc voilà, donc après tu rentres dans une logique de levée de fonds toujours plus grosse et maintenant il y a vraiment un changement de paradigme parce que toutes les boîtes elles se disent waouh, maintenant je peux plus lever autant d'argent, va falloir que je réduise l'effet effectif, que je sois rentable, etc. Et nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là avec Housebase. Alors, on a levé des fonds auprès de Business Angel. On a levé 800 000 euros pendant les 2 premières années d'existence, donc c'est une belle petite somme. Et surtout auprès de, en fait, nous, Housebase, on a été créé par un startup studio qui s'appelle le startup studio Unity à Rennes. Donc, mes deux cofondateurs, donc mes deux associés, sont aussi les cofondateurs du startup studio. C'est des gros, c'est des multi-entrepreneurs qui ont énormément d'expérience pour monter des boîtes. Et en fait, ils ont créé un startup studio à Rennes. Et le principe du startup studio, c'est une boîte qui crée des startups. Donc,
En fait, ils ont une équipe en interne pour identifier les nouveaux projets, identifier les nouvelles idées. Ils ont une équipe aussi de dev en interne pour lancer des premiers POC, enfin des premières versions en fait, proof of concept, des premières versions de la solution. Donc, en fait, c'est un super incubateur si tu veux. Et ensuite après, ils vont trouver une équipe pour faire grossir le projet un peu plus et accélérer. Et du coup, on a été créé, Housebase a été créé par Startup Studio Unity à Rennes, et ce qui nous a permis d'aller très très vite avec seulement 800 000 euros levés. En fait, on a pu avoir toute l'expertise en fait des équipes du Startup Studio, et donc en fait, ça nous a permis d'aller extrêmement vite. Et je pense que ce qu'on a réussi à développer, une startup normale sans un Startup Studio derrière, elle aurait dû lever, je pense, 3 fois plus d'argent que ce qu'on a fait, parce qu'on n'avait pas tous cette expertise, parce qu'on avait cette expertise derrière. Donc c'est hyper positif pour nous, mais on n'est clairement pas dans l'idée de vouloir lever toujours plus pour cramer toujours plus. Là, on va lancer une levée de fonds, mais sur Housebase, ce sera surtout en fait pour faire rentrer des gens du milieu de l'immobilier, de l'investissement, et en fait vraiment valider un réseau autour de nous qui peuvent nous aider à construire le projet et à accélérer, mais pas du tout dans une idée de on a besoin de lever 1 million pour le cramer et de relever 1 million derrière. Donc là, on va se lancer en levée de fonds là sur la fin d'année, mais dans une logique de faire rentrer les bonnes personnes autour de nous en associé. Trop intéressant. Et oui, bah, après, de mon point de vue, en tout cas, c'est sûr que quand on a eu un peu la bulle de l'immobilier vers 2022, enfin, où tout grossissait, souvent les levées de fonds, elles se faisaient en multiples. D'abord, c'était 2 BITDA ou 2 BE, comme on dit en français. Et puis après, c'est devenu des multiples de chiffre d'affaires, donc plus du tout de la marge. Et puis, en fait, il y avait de plus en plus d'argent. Il y avait pas mal de projets aussi, des SPAC. Là, je sais pas si tu connais ça, la Ouais, bien Special sûr. Ouais. Purpose Acquisition Company. Et donc, c'était des sociétés, un peu des chèques en blanc, des boîtes vides qui étaient cotées. Et après, ces boîtes vides, une fois qu'elles avaient votre argent, elles investissaient. Et puis, la plupart des acquis des SPAC, ils ont vu leur cours de bourse divisé par 10 parce que, en fait, c'était l'époque de l'argent gratuit, en gros, et tout le monde pouvait, enfin, c'était plus simple d'en poser, mais du coup, l'argent, même si on paye pas d'intérêt, et ben, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça qu'il faut jamais le rembourser. Donc ouais, c'est super Exactement. intéressant. Et à chaque fois, bah à chaque levée de fonds, forcément pour ceux qui sont pas dans le milieu, mais t'es dilué. Donc toi au début, tu as 100% de ta boîte, et ensuite après tu vends des parts de ta boîte à certains prix, à certains multiples. Et c'est comme ça que tu lèves beaucoup de fonds, mais parfois tu as des fondateurs qui il reste plus que 3% de la boîte une fois qu'elle est vraiment connue, quoi. Donc c'est Et toujours c'est encore pire que ça, parce que du coup, dans la logique des startups, nous, c'est pas du tout le cas sur Housebase, mais dans certaines startups qui ont levé beaucoup d'argent, il y a un truc qui s'appelle le liquid pref. Donc en fait, c'est des actions qui vont être émises parce que tu fais une augmentation de capital. Donc t'es dilué, comme tu l'as dit. Mais en fait, le fonds d'investissement qui va rentrer sur le dernier tour, donc sur la série A ou la série B, donc la dernière levée de fonds, en fait, il va prendre une liquidité préférentielle et il va se dire, OK, vu que les boîtes elles sont survalorisées, toutes les startups, parce qu'on est en train, on parie sur dans 10 ans, c'est une licorne, et donc on parie sur ça pour calculer la valorisation actuelle dans laquelle le fonds il va investir, mais c'est complètement surgonflé en fait. Et après du coup le fonds il va dire ok, si je te mets 50 millions sur la table pour ta série B, en fait si ta boîte demain elle est vendue 51 millions, il y a 50 millions pour moi parce que je suis en liquide pref, et tu as 1 million pour tout le reste. Donc même si tu es cofondateur, donc déjà, tu vas devoir payer le fonds qui t'a mis de la série A, tu vas payer le fonds qui t'a mis ta série B. En fait, tu vas payer tout le monde. Et j'avais lu une stat, je sais plus, d'une étude qui passait je sais plus combien, il y a très 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 peu de fondateurs de boîtes, de startups qui arrivent à gagner de l'argent une fois qu'ils vendent leur boîte après leur série A. Donc en fait, ça fait déjà 3 ans qu'ils cravachent comme des fous pour monter leur boîte, et ils vont pas gagner un euro parce que parce que les valorisations elles sont complètement énormes, et que en fait elle sera vendue à bien moins que ça, et c'est pas eux qui gagnent, qui auront l'argent à la fin. Donc ouais, c'est un peu c'est un système qui est un peu étrange. Ok, top. Bah écoute, ça nous fait une bonne transition en tout cas avec ben, du coup Housebase. Donc toi, tu as été à la base de l'idée, ou tu as été ils avaient déjà tes deux associés Rémois, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Non, Euh, Rémois, c'est à Reims. ah, Rennais. Rennais, pardon, Rennais, voilà tout simplement. Rennais, ils avaient déjà l'idée. Qui a eu l'idée? Qui a fait quoi dans le projet en fait? Ouais. Alors, en gros, moi, je suis arrivé, donc la boîte, elle s'est créée en 2022, et moi, je suis arrivé du coup 2023. Et en fait,
à la base, Housebase, c'était pas ça qu'on avait comme idée. C'était un autre positionnement qu'on a complètement changé. Et en fait, à toute base, Housebase, on voulait avoir une marketplace qui allait centraliser tous les projets immobilier, immobilier fractionné, crowdfunding, tout ce que tu veux, sur une seule plateforme, hyper simple d'utilisation pour tout le monde, avec une appli mobile. Donc c'était ça l'idée de base. Et on a à mon arrivée, en fait, on avait déjà commencé à enclencher le pivot, mais on a vraiment pivoté sur du private equity immobilier et en fait de la structuration de club deal. Et donc mes deux associés, ils avaient construit tout le début, tout le POC, lancé la première version de l'app, etc. Et après, quand je suis arrivé, en fait, j'ai permis à finaliser un peu tout le recentrage sur l'activité de club deal, de private equity, et enfin après d'accélérer sur toutes les collectes des fonds, les partenariats et le positionnement de marketing. Mais moi, je suis arrivé 2023 et c'est vraiment 2022 qu'ils ont commencé à tout mettre en place. Ok. Trop intéressant. Et donc, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler du crowdfunding immobilier. Quelle est la différence entre ce que vous proposez et le crowdfunding immobilier? Ouais. Alors en fait, c'est déjà une bonne transition parce que alors nous on est très différent du crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, c'est un peu la façon d'investir qui s'est vachement démocratisée ces 5 dernières années et ça a explosé. Hein. Je croyais que en 2018, j'ai les stats, c'était à peu près 200 millions d'euros en crowdfunding immobilier, c'était environ 200 millions d'euros collectés par an. En 2022, au pic de la collecte, on était à plus d'1,2 milliard ou 1,3 milliard. Donc en fait, ça a fait x7 même pas en 4 ans. Et en fait, le crowdfunding immobilier, les plateformes, en fait, c'est des intermédiaires de financement. Donc en fait, ce sont des plateformes qui vont mettre en relation des porteurs de projets, marchands de biens ou promoteurs immobiliers qui veulent financer une opération et des investisseurs qui veulent financer ces opérations avec des bons rendements et financer les opérateurs. Après, la plateforme en elle-même, elle est juste intermédiaire de financement et elle est Elle n'est rémunérée pas sur la partie collecte. prenante du projet, en Elle fait. elle est pas partie prenante de projet parce qu'en fait, simplement parce qu'elle n'a pas le droit. Réglementairement, elle a un statut d'intermédiaire et en tant que statut d'intermédiaire, elle peut pas être en même temps partie prenante de l'opération. Elle n'a pas le droit d'avoir du contrôle sur la. En fait, on va créer des sociétés pour acheter les biens immobiliers. Elle n'a pas le droit d'avoir de contrôle sur la société. Elle n'a pas le droit d'être bénéficiaire affectif, donc actionnaire à plus de 25%. Ce qui est une bonne chose parce qu'en fait, elle est intermédiaire. Donc, Comme le ça, elle lève pas de crowdfunding. l'argent pour elle-même justement à des Exactement. valos, si on fait le point avec la startup, à des valos qui seraient complètement Et aberrants. donc, Ok. c'est ça. Donc, elle n'a pas de problème de Avant juge de qu'on partie. continue, peut-être juste qu'on puisse expliquer pourquoi ces sociétés, elles lèvent de l'argent. Donc, en tant que particulier, on le sait bien, la plupart du temps, quand on investit en immobilier, on doit payer un apport. Pour les pros, c'est souvent des apports qui sont beaucoup plus gros pour les marchands de biens ou les promoteurs. Et donc, c'est pour souvent, le plus souvent, enfin, tu me contredis hein, si je me trompe, mais le plus souvent, c'est pour financer cette part qui est considérée à l'échelle d'un particulier comme un apport bancaire. Là, les fonds propres, en fait, souvent, ils sont financés au moins en partie par le crowdfunding. Alors ouais, c'était très vrai au début du crowdfunding. Parce qu'en fait, OK. au début du crowdfunding, elle finançait vraiment principalement les fonds propres des opérateurs. Donc ton apport en fait en tant que professionnel avant d'aller chercher du levier bancaire, donc un prêt bancaire. Mais en fait, très vite, elles ont vu qu'il y a eu une croissance énorme des collectes. En fait, très vite, elles ont pu financer l'intégralité des projets. Ça OK. les arrangeait parce que elles Ça a finançaient plus d'opérations. C'était plus beaucoup plus rentable vite. pour elles parce elles sont payées au montant qu'elles financent. Donc en fait, elles font plus d'argent et ça leur permettait d'avoir des meilleures garanties parce qu'en fait, il n'y avait pas la banque qui était en premier rang. Quand on dit en premier rang, c'est que la banque, elle va être prioritaire sur les remboursements en cas de problème. Voilà. Hmm. Et donc, donc c'était cette plateforme-là qui était en premier rang, qui avait la priorité de remboursement. Et donc, c'était quand même, ça s'est fait comme ça. Mais effectivement, en fait, la plateforme après, elle est intermédiaire de financement, donc elle n'est pas partie prenante. Et en fait, nous, ce qu'on propose avec Housebase, c'est complètement le contraire, et c'est de se dire, euh, on veut être partie prenante de l'opération, on veut avoir le maximum de contrôle opérationnel sur ce qui se passe, parce qu'en fait, nous, on va investir pour compte propre et avec nos fonds propres dans l'opération. On a nos investisseurs qui investissent à nos côtés, et en fait, une fois que tu as dit ça, comment tu vas maximiser les garanties pour tout le monde autour de la table? Et je pense que la meilleure des garanties, c'est d'être dans le projet et de s'assurer entre le premier jour et le dernier jour que tout se passe bien dans l'opération, parce que c'est d'ailleurs la limite du crowdfunding. Actuellement, je crois que tu as pratiquement 25% des projets qui sont en retard sur le crowdfunding, parce qu'il y a des retards qui vont exploser, parce qu'il y a des promoteurs qui mettent la clé sous la porte, parce qu'il y a plein de projets de marchands de biens qui en fait c'était un peu la teuf en 2020, 2021 où tout le monde voulait se lancer avec des prix de l'immobilier, tu as dit, qui augmentaient, sauf que là, douche froide, le marché il se rétracte quand même beaucoup. Il y a énormément de projets
fait, oui, les gens perdent de l'argent. Et donc, quand ton opérateur perd de l'argent, bah, il peut plus rembourser les investisseurs. Et donc, ça crée quand même beaucoup de problèmes. Et on le voit, c'est un peu un raz-de-marée là qui arrive sur le crowdfunding qui a commencé cette année et qui va vraiment s'accélérer l'année prochaine. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est pas encore du tout mis en avant pour plein de raisons, je pense. Mais voilà, je pense qu'on est on est au début c'est un changement d'air en fait, et on va se rendre compte que le crowdfunding je dis pas, hein, c'est une bonne façon d'investir. Moi, je suis investi en crowdfunding immobilier depuis 10 ans. Alors là, j'ai des projets qui sont en retard, mais quand je regarde les garanties, je citerai pas les plateformes, mais que je regarde les garanties qui ont été prises sur le projet et que je me renseigne un peu parce que bah du coup maintenant avec Housebase, on est clairement on a un réseau qui est quand même qui est conséquent maintenant. Quand je me renseigne, bah, je sais que c'est des promoteurs qui demain ils seront en liquidation judiciaire. Donc autant dire que je sais très bien que je récupérerai jamais mon investissement sur ces projets-là. Et quand je compare ça aux communications de la plateforme en disant oui, on est en procédure judiciaire, mais c'est en cours, le projet il est décalé. Je sais très bien qu'à la fin, je vais récupérer zéro de mon investissement, pas 10, pas 50%, zéro. Et donc je pense que les gens s'en rendent pas vraiment compte, mais il y a quand même un raz-de-marée qui arrive et sur le crowdfunding immobilier. Donc donc je suis content que tu poses la question parce que c'est très important pour nous de se dire que non, on n'est pas un crowdfunding immobilier, on n'est pas intermédiaire de financement. Nous, on est vraiment partie prenante des opérations et ce qui nous permet d'avoir en fait un contrôle du premier jour au dernier jour pour nous et pour nos investisseurs. Ok. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec, effectivement, en tout cas sur les projets qui sont financés avec des emprunts bancaires en crowdfunding, c'est un peu le parallèle qu'on a fait avec les startups, c'est que il y en a un qui va prendre tout l'argent, comme celui qui lève en série B là avec comment t'appelles ça, liquidity equity ou liquid Liquid pref, les actions de préférence, ouais. prep, La voilà. liquidité Donc, préférentielle. voilà. Et là, bah, c'est pareil. En gros, si vous apportez les fonds propres, bah, en fait, c'est vous le dernier à être payé. Et donc, bah, si on a acheté quelque chose 100 que c'est revendu 80, bah, les 20, elles vont que aux ceux qui ont apporté l'apport de 20%. Et puis, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps avec Michael Hartzheim. On a parlé des problèmes des marchands de biens, hausse des taux et hausse des prix des Les matières matériaux. premières et les travaux. Ouais. Ça les a vachement impacté. Après, voilà, c'est. Et je C'est pense que clair. votre approche, c'est souvent on cite Warren Buffett comme un des plus grands investisseurs de tous les temps, et lui, il le dit justement qu'il a surperformé parce qu'il s'est investi dans les projets, dans les sociétés dans lesquelles il a investi. Il est allé dans les boards souvent. Enfin voilà, il a aidé à la décision. Donc effectivement, c'est un peu plus simple d'avoir enfin, quand on maîtrise un peu l'opérationnel. Ok. Ah non, c'est clair. Et donc, bah, tu peux nous parler peut-être d'un projet, d'un projet. Bah là, tu m'as dit que justement, tu en avais un en cours. Comment Ouais. ça se passe? Comment vous le sourcez? Comment vous déterminez la renta? Comment vous savez qui est constructeur? Quelles sont les garanties que vous avez? Voilà, combien vous prenez en pourcentage? Donc, tu as dit que vous étiez partie prenante du projet. Est-ce que c'est une structure? Comment c'est structuré un peu juridiquement? Est-ce que vous êtes dans la même structure que les investisseurs? Voilà, que tu peux nous Ok, présenter plein de questions. Ouais. ouais, voilà, Ah hein, non. plein de questions que tout le monde se pose. Enfin, en tout cas, que moi, je me pose. Eh ben non, c'est des bonnes questions carrément. Alors, en gros, déjà comment on source ces opérations? Donc nous, on a travaillé, on a développé un réseau de partenaires partout en France. Donc c'est des marchands de biens, des courtiers, des notaires en fait. Et c'est vraiment là où tu te dis que les meilleures opérations elles viennent du réseau, parce que c'est pas des opérations que tu verras sur le Bon Coin, c'est sûr. C'est que des opérations qui sont off market et le off market, il y a une vraie réalité. C'est pas juste un mythe. C'est là-dessus que tu as les meilleures op. Donc nous, on a développé vraiment un réseau et on a fait aussi rentrer des associés dans le projet Housebase, experts sur l'immobilier, experts sur le marchand de biens et avec un gros réseau qui nous ont permis en fait de sourcer des très très bons deals. Donc déjà c'est le réseau clairement qui nous permet de rentrer des opérations. Et ensuite comment est-ce qu'on fait en gros nous on vient, c'est vraiment en deux temps comment on gère les projets avec Housebase. Premier temps c'est qu'on vient, on sélectionne l'opération, et on va la structurer avec le marchand de biens. Donc là je te donne sur un projet de marchand de biens. En fait, on va co-créer une structure avec lui. On va être potentiellement président de cette structure-là. Donc, c'est vraiment de savoir exactement ce qui se passe. Il y a même des structures où on est majoritaire au capital. Là, le prochain projet qu'on va financer, qu'on va ouvrir sur la plateforme, on a pris 51% de la société parce que en fait, on voulait faire des projets, c'est des opérations pour compte propre qu'on fait. Et donc, on a pris 51% de la structure, du capital. On est président de la société. Donc, autant dire que je sais exactement tout ce qui se passe du premier jour au dernier jour de toute l'opération. Alors notre objectif c'est pas d'être sur le dos du marchand de biens quand il achète un tournevis chez Leroy Merlin, pas du tout. C'est plus
Si tout se passe bien, on est en soutien, on a un réseau, on a une expertise qu'on peut mettre en avant et les gens nous sollicitent comme des partenaires, les marchands de biens avec les gens avec qui on travaille, c'est vraiment des partenaires. Mais si ça devait mal se passer, c'est pas encore arrivé, mais si ça devait mal se passer, on a essayé on propose une structure qui nous permet vraiment de pouvoir agir vite, agir bien et prendre le contrôle s'il y a besoin pour ensuite permettre à tout le monde d'être remboursé sur l'investissement, parce que c'est ça qui nous importe à nous, c'est comment être certain que en fait ou en tout cas avoir le maximum de garanties pour que on s'est dit qu'au bout d'un an rembourser le projet, au bout d'un an il faut que le projet soit remboursé. C'est vraiment ça notre objectif premier chez Housebase, c'est de structurer et sécuriser au maximum les opérations, parce que ces opérations extrêmement rentables, on propose entre 10 et 15% de rendement par an en rendement cible. Donc c'est très rentable, mais ça vient quand même avec un niveau de risque si t'es pas expert et si t'es pas complètement bordé sur la structuration de l'opération. Donc on essaie vraiment d'aller de jouer sur le tableau rentabilité maximum, mais en fait avec des opérateurs expérimentés et une structure juridique qui nous permet d'être le plus sécure possible. Donc en fait, nous on va structurer l'opération et en fait on va la rendre disponible auprès de nos investisseurs. Et donc là, les investisseurs, ils nous rejoignent en souscrivant à des obligations indexées. En fait, nous, on a notre tambouille interne, donc notre structuration sur l'opération. Et ensuite, en fait, vu que c'est des opérations pour compte propre, on va permettre aux gens d'investir avec nous avec des obligations indexées. Donc, c'est le principe d'une obligation, titre financier qui est connu, part de dette, normalement, dette privée, exactement. Et donc c'est très simple à souscrire. Nous, tu peux t'inscrire en 3 minutes sur Housebase, investir en 3 minutes si tu veux. C'est très facile. T'as flat tax en fiscalité et puis c'est tout. T'as pas besoin de participer à des AG, etc. Nous, c'est nous qui gérons notre côté. L'indexation permet en fait d'être indexé à 100% du rendement que nous on va faire sur l'opération. Nous, ce qu'on va gagner sur l'opération, ça va être partagé avec tous les gens qui investissent avec nous. On va pas prendre une partie, on va pas avoir quand tu poses la question de est-ce qu'on est logé à la même enseigne, on est logé exactement à la même enseigne que nos investisseurs. On va pas gagner plus, on va pas gagner moins sur la plus-value de l'opération, sur cette partie-là. Donc, on partage vraiment la marge générée sur l'opération. Et ça, c'est hyper important pour nous et avec le maximum de transparence possible, parce que vu qu'on est partie prenante, on a beaucoup d'informations et ça nous permet de tous les 3 mois d'envoyer un mail de voilà où on est sur les travaux, voilà où on est sur l'opérateur, voilà ce qui se passe bien et voilà ce qui est les points d'attention. Donc, c'est comme ça qu'on structure les opérations et on a une autre partie d'Housebase, mais c'est moins pour le grand public, parce que là, tout ce que je vous ai dit, on permet aux gens d'investir avec nous à partir de 100 euros dans les projets. Donc, tu peux, à partir de 100 euros, investir dans les opérations qu'on va faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on travaille avec des gens qui ont des gros patrimoines. Donc, en fait, tu auras des projets où il y a quelqu'un qui aura investi 150 000 euros, il y aura quelqu'un qui aura investi 1 000 euros. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que on rend accessible, en fait, l'investissement en private equity, l'investissement en club deal. Et en fait, à la base, l'investissement en club deal immobilier, c'est des gens qui se mettent ensemble pour investir dans des projets, mais les tickets d'entrée pour investir en club deal immobilier, c'était 100 000 euros à la fin. Enfin, c'est d'ailleurs toujours traditionnellement 100 000 euros en ticket minimum. Et donc, il y a vraiment un vrai besoin de démocratiser ce type d'investissement, et c'est ce qu'on fait avec Housebase. Ok. Et donc, comment vous rémunérez du coup? Parce que forcément, on ne travaille pas gratuitement. On aimerait, mais non, on peut pas. Alors, on se rémunère côté projet, côté opérateur. On va facturer des frais de structuration, d'accompagnement. En fait, tout le travail qu'on va faire avec lui, c'est des frais qu'on va lui facturer. Mais après, on facture absolument rien auprès de nos investisseurs. Si tu veux investir sur Housebase, il y a 0 frais d'entrée, 0 frais de gestion et 0 frais de sortie. Okay. Et nous, notre rémunération, elle viendra exclusivement de la facturation qu'on facturera à l'opérateur. Donc, en fait, c'est le marchand qui fera moins de marge que s'il avait levé lui-même l'argent. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que on l'accompagne du premier jour au dernier jour sur toute la structuration et toute son opération. Ok. Et quand on parle de club deal, en fait, un club deal, c'est comme une société temporaire. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire ou alors, ouais. Alors, il y a ces deux concepts, mais oui, c'est ça. Un club deal, en fait, c'est un groupe de personnes qui mutualisent ses ressources pour investir conjointement dans des opérations. Donc, c'est par exemple, t'as un super immeuble
à Strasbourg, c'était de là-bas. Je sais pas si d'ailleurs c'est strasbourgeois, mais t'achètes un immeuble à 1 million d'euros à Strasbourg. Chacun met 100 000 euros sur la table. Ça te permet d'avoir une super opération off-market, mais ça demande quand même des compétences de structuration. Si tu mets 10 personnes autour de la table, à chacun investir 100 000 euros, qui fait quoi, comment, et ça c'est quelque chose qui est complexe. Et c'est qui est important à mettre parce que tout le monde n'a pas forcément 100 000 euros ou 50 000 à mettre dans des opérations de marchand. Et donc c'est ça en fait un club deal. Et après ce que tu disais c'est vrai, on va créer des véhicules d'investissement, en fait des sociétés qui seront créées juste pour porter une seule opération. On appelle ça des SPV en anglais, des Special Vehicle Purpose. C'est en fait une société qui va être créée pour investir dans un truc donné. On va dire ça c'est pour faire ce projet-là ou investir dans cette boîte-là ou voilà. Et ça sera en fait on va créer des véhicules et ça va nous permettre en fait nous de compartimenter les risques parce que si demain on travaille avec un marchand sur une opération, on n'a pas envie d'intervenir dans sa structure holding où ça fait 10 ans qu'il fait ça et on ne sait pas quel risque il y a avec d'autres créanciers. Donc, on crée une structure qui est complètement à part et qui est complètement indépendante de toutes les autres structures des gens avec qui on travaille. Et ça permet en fait d'avoir encore une sécurité supplémentaire parce que c'est une structure qui va porter 1, 2 ou 3 opérations. Et ces opérations qu'on connaîtra, qu'on maîtrisera et qu'on va commenter avec l'opérateur. Ok, super intéressant. D'accord. Et du coup, les garanties, donc comment ça se passe? Admettons qu'il y a un marchand, il a le projet à 1 million d'euros. Faubourg National, pour ceux qui connaissent à Strasbourg, le meilleur endroit. Et que voilà, après on se rend compte que en fait c'était peut-être pas le meilleur endroit et qu'il va le revendre que 900 000. Comment Alors, ça se passe? comment on fait? Alors, ouais. Alors déjà, Faubourg National, t'en verras pas à Strasbourg, t'en verras pas sur Housebase, déjà, premier point. Non, mais c'est un vrai sujet. Alors nous, si tu veux, on a une vraie expertise de marchand de biens en interne. On a notamment Philippe, il s'appelle aussi Philippe, qui est notre directeur des investissements, qui a plus de 20 ans d'opérations de marchand de biens derrière lui. C'est un ancien banquier, donc ancien financeur d'opérations. Il a une expertise énorme de marchand et structuration. Et c'est avec lui qu'on construit nos dossiers. En fait, les dossiers qu'on va prendre, on va vouloir se focaliser sur des opérations court terme, donc 12-24 mois maximum. Pour te donner un exemple, là, on a déjà fait 5 club deals financés sur Housebase. On en a déjà 3 qu'on a remboursés. On en a remboursé un au bout de 15 mois, un au bout de 7 mois et un au bout de 8 mois. Donc en fait, l'idée, c'était sur des opérations les plus courtes possibles, les plus rentables possibles et les plus sécurisées possibles. Et en fait, nous, notre objectif, ça sera de se positionner sur des opérations qui sont pour nous les plus sécurisées possibles. Ça va être par exemple là, je te donne un exemple très 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 simple, c'est le club deal qu'on est en train de financer actuellement, de structurer. C'est une opération de marchand de biens en Bretagne, à 1 heure de Rennes. Et en fait, on achète un ensemble immobilier. Donc c'est un ancien hôtel-restaurant. On achète les murs et en fait là-dedans, t'as 2-3 immeubles de rapport, une maison et l'ancien hôtel-restaurant. On achète tout. On va tout diviser. Donc, on va prendre les parcelles cadastrales, on va découper entre guillemets pour vendre des immeubles de rapport ou une maison individuelle. Et en fait, ça va nous permettre de revendre hyper rapidement en plateau brut à des marchands de biens qui veulent après ou des investisseurs qui veulent après tout péter à l'intérieur et faire des appartements. En fait, nous, on est même ça, c'est des opérations qu'on aime bien parce que c'est des opérations qui nous permettent d'être hyper sécures. Deux, trois chiffres. C'est une opération qu'on va tu regardes dans cette commune-là, en fait, t'as à peu près, quand tu revends produit fini, t'es plutôt à 1500 entre 1500 euros du mètre carré. Quand tu veux vendre des plateaux vraiment bruts, t'es plutôt à 900, 1000 euros du mètre carré. Nous, on a acheté à environ entre 350 et 400 euros du mètre carré. Autant te dire que quand t'achètes à ces prix-là, tu peux pas trop te tromper. Pareil, on a une autre opération qu'on avait structurée en début d'année. C'était une achat-revente en bloc d'un immeuble. On n'a rien fait dedans. On a acheté l'immeuble, on l'a revendu. On a fait, c'était pratiquement 100 000 euros de marge sans rien faire. Et c'était pré-commercialisé. Donc on a acheté, on signait chez le notaire. On savait qu'il y avait déjà un acquéreur qui avait signé, qui voulait nous racheter l'opération. C'est juste qu'on a sourcé des deals hyper intéressants à des prix qui étaient 40% en dessous du prix du marché. Donc on a revendu à un marchand de biens ou un investisseur qui voulait faire des appartements, du locatif. Et on a fait ça hyper rapidement. Donc c'est vraiment ces opérations-là sur lesquelles on va aller. C'est de l'achat-revente à la découpe. Là, on a une autre opération qu'on est en train de finaliser à Herblay-sur-Seine, donc c'est en région parisienne. On achète un terrain
Donc on l'achète 550 000 euros le terrain et il y a une maison dessus. On va le diviser en 3 lots. Donc tu auras l'eau avec la maison et 2 autres lots. Et l'idée c'est de revendre tout à la découpe pour faire environ entre 750 et 800 000 euros de chiffre d'affaires. Un truc qu'on a acheté 550 000. Il y aura zéro euro de travaux et c'est une opération qu'on va porter entre 10 et 12 mois. Donc en moins d'un an, l'idée c'est de faire entre 200 et 250 000 euros de marge. Donc c'est ça un peu les opérations qu'on a et on n'ira jamais sur des opérations hyper complexes ou acheter un immeuble à Paris pour le surélever de 3 étages. C'est des choses qu'on va pas faire parce que c'est des trucs où tu peux avoir tellement de complexité administrative, juridique ou de coûts de travaux que c'est des trucs qu'on préfère pas, qu'on laisse aux autres. Et nous, on préfère vraiment se positionner sur des opérations lisibles, simples et derrière quand même hyper rentables. Ok. Et si jamais ça se passe mal, comment Et, comment et on si répartit jamais, l'affaire? ouais. Et si jamais ça se passe mal, en fait, nous, l'avantage qu'on a, pareil par rapport au crowdfunding, c'est que nous, on saura dès le début si ça commence à aller mal, en fait. Parce que le crowdfunding immobilier, le 31 décembre, l'opérateur, il doit rembourser son obligation. Si le 1er janvier, il t'a pas remboursé, tu lui dis, tu envoies un mail, tu appelles, tu dis, il se passe quoi? Il va dire, ouais, je sais pas, tu verras, bon, j'aimerais bien rembourser plus tard. Alors oui, il y a des avocats, il y a des trucs qui partent, mais en fait, ils sont dans les faits accomplis et ils savent pas exactement ce qui se passe dans le projet. Et il peut y avoir des projets où c'est juste l'argent a été investi dans un projet. Le jour d'après, le mec, il l'a envoyé vers une autre structure. Alors, il y a des garde-fous à ça, mais ça arrive plus qu'on ne le pense. Alors que nous, en fait, pour le coup, ça ne nous arrivera jamais. On sait déjà dès le début. Alors déjà, nous, on prend toujours des hypothèses hyper conservatrices. On va regarder les prix inférieurs du marché. On va se dire, OK, si l'opération, on veut qu'elle tourne avec 15-20% de marge avant impôt, donc 15-20% marge net de l'opération. Et on met des prix hyper dégradés sur le marché et on se dit ok, si l'opération elle tourne avec 20 points de marge avec des prix dégradés et que t'as déjà de la préco ou des sujets bien avancés, ça te sécurise pas mal. J'avais fait le calcul, une opération qu'on avait fait parce qu'en fait on doit envoyer des documents à l'AMF dès qu'on fait des club deals, ce qui est une bonne chose. Et en fait, moi j'avais fait dans un des documents, ça s'appelle le document d'information clé. On a fait des projections si on devait vendre le bien à moins 30%. Donc en fait, je le dis dans les documents d'information, je regarde les prix de l'immobilier moyen, je dis je mets un moins 30 parce que il y a une météorite qui tombe sur l'immeuble, on le vend à moins 30. Et à combien on arrive? Et typiquement cette opération-là, si tu mettais moins 30, tu arrivais quand même à rembourser tout le monde. Alors il y a certaines opérations où on pourra pas forcément rembourser les intérêts. Il y a peut-être certaines opérations où on pourra pas rembourser l'intégralité du capital. Mais en fait, nous, ce qui sera la priorité pour nous, ça sera de trouver une solution et de prendre le contrôle de la société si jamais il y a une merde. Si vraiment on n'arrive pas à déboucler, en fait, on prend le contrôle, on revend, même si en fait tout le monde ne doit pas faire de plus-value sur l'opération. On préférera que personne fasse de plus-value et rembourser tout le monde, mais y aller franco et en fait être certain que tout le monde soit remboursé quand même. Donc ça va être en fait nous notre capacité à, en fait, si le projet se passe très 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 mal, à prendre prendre des actions en fait parce qu'on est à l'intérieur de la société pour déboucler l'opération. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Yes. super. Félicitations en tout cas pour le projet. Et du coup, vous avez un code, bien sûr, parce que Bye Bye Patron, qui vous emmènera à une rentabilité de 260. Non, quand même pas. On aimerait. Non, mais donc avec le code Bye Bye Patron, vous aurez, je pense, que c'est 1% de. De rendement annuel supplémentaire, exactement. Voilà. Si on a un projet à 10%, avec le code Bye Bye Patron, vous avez un projet à 11% de rendement. Donc c'est un petit boost qui est quand même assez appréciable et qui marche pendant les 6 premiers mois après votre inscription. Ok. Écoute, félicitations pour le projet. Ça Merci. m'a fait plaisir. En plus, je savais pas que tu étais alsacien. Après, j'aime tout le monde. Moi, j'ai des gens de partout dans le monde. Mais voilà, entre Alsaciens, souvent. Entre confrères. Voilà. Je te souhaite tout le meilleur. Et non, si on veut te contacter, housebase.app, c'est ça l'adresse? .io, non, housebase.io. Donc ça, c'est notre site internet et on a aussi une appli mobile. Donc sur les stores, on a tape Housebase, donc HOUSEBASE, tout attaché et tu auras notre app ou le site internet où il y aura effectivement toutes les informations. Ça marche. Eh ben, très bonne fin de journée à toi. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Merci. Et voilà,
On arrive au bout de cet épisode. Très intéressant, je trouve, le concept des club deals immobiliers. Je vous rappelle, vous avez 1% de rendement en plus avec le code Bye Bye Patron. Si vous n'avez pas encore écouté et que vous êtes sur le chantier, justement, ou en voiture, ou à la salle de sport, ou en train de faire vos corvées domestiques, je vous rappelle les derniers épisodes qui sont sortis. 200 000 euros d'imprévu sur un chantier. Sac de luxe avec Alexia de Story Travaux qui nous explique les galères qu'elle a pu avoir sur son chantier. Marché tendu pour les marchands de biens avec notre cher Michael Hartzheim qui nous explique comment il a dû prendre ses pertes en marchand de biens et comment le locatif a pu le sauver. Donc voilà, ça c'était les 2 derniers épisodes. Vous pouvez, je vous rappelle, inscription jeudi 12 à midi pour les membres de l'Académie des gros billets. Vous recevrez un email avec le lien pour vous inscrire à Alicante. Pas sûr du tout qu'il restera des places pour ceux qui sont pas membres de l'Académie des gros billets, mais pour ceux qui sont pas membres, ce sera à 20h jeudi. Donc je vous partagerai le lien également. Il sera en lien dans la description de cet épisode. Et voilà, j'espère qu'on se verra en Espagne sous le soleil d'Espagne parce que là, le temps n'est pas à la fête. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. De toute façon, si vous voulez tous les liens, vous avez comme toujours un groupbillet.com. Si vous voulez rejoindre l'académie ou si vous voulez prendre des formations sur le podcast, la bourse, l'intelligence artificielle, c'est la formation que j'ai le plus vendue récemment sur comment l'intelligence artificielle, elle peut vraiment améliorer, non seulement faire un gain de temps exceptionnel, mais améliorer énormément la qualité de votre travail. Moi, c'est vraiment bluffant à quel point ça a pu l'améliorer. Donc, je vous explique tout ça. Je sors des vidéos en continu, des mises à jour en continu, plusieurs vidéos par mois, souvent une petite dizaine. Voilà. Prenez soin de vous, vos proches, de vos gros billets et la semaine prochaine, on se retrouve, je sais déjà, avec quel invité, mais ce sera une surprise. À très bientôt. Bye bye.